Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, l'IGAD et le président Salva Kiir appellent à la fin des combats meurtriers entre factions rivales du parti de Riek Machar, le vice-président. L'organisation régionale demande à ouvrir les voies du dialogue. Le secteur postal sur le continent confronté à la pandémie de Covid-19, la stratégie d'Abidjan, prévue de 2021 à 2024, sera axée sur les modèles économiques de la Poste et les nouvelles offres dans le secteur. Et puis, le Cameroun veut moderniser son secteur agricole. Un plan de 6 milliards de francs CFA a été approuvé pour relancer la mécanisation agricole. Mais d'abord, le Soudan va remettre à la CPI l'ancien président Omar el-Béchir alors qu'il purge une peine de prison pour corruption. Omar el-Béchir est recherché notamment pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour, un conflit dans la région de l'ouest du pays qui a opposé dès 2003 le régime à majorité arabe d'Omar el-Béchir et des rebelles issus des minorités ethniques. Il a fait environ 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés. Au Soudan du Sud, l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui regroupe 7 pays de l'Est africain, a appelé ce lundi le mouvement du vice-président Riek Machar à ouvrir les voies du dialogue. L'appel intervient après des combats meurtriers entre factions internes rivales le 7 août dernier. Marie-Raphaël Tolo. Le 9 août 2021, au Soudan du Sud, l'autorité intergouvernementale pour le développement a appelé le mouvement du vice-président sud-soudanais Riek Machar à ouvrir des voies pour des dialogues. Cet appel intervient à la suite des combats meurtriers dans le Haut-Nil entre factions rivales du vice-président sud-soudanais qui ont fait une trentaine de morts dans le pays le 7 août 2021. L'accord de paix global qui a été signé entre les belligérants soudanais est un accord qui implique deux personnalités importantes, notamment Riek Machar et le président Salva Kiir. C'est vraiment dommage que dans le bloc aujourd'hui de Riek Machar, vous avez une contestation de sa légitimité et même de son autorité, ce qui peut remettre encore l'accord de paix global. Donc c'est une urgence aujourd'hui que nous allons tout droit vers la paix et la stabilité à travers un dialogue inter-sud-soudanais entre les différentes fractions aujourd'hui qui sont en rébellion et en contestation. C'est une urgence non seulement pour le Soudan du Sud, mais pour toute la région en tant que telle. Les affrontements meurtriers du 7 août entre les factions rivales du parti du vice-président Riek Machar, le Sudan People's Liberation Army in Opposition, ont éclaté après l'annonce contestée de son éviction en tant que dirigeant du parti. Des chefs de la branche armée du parti de Riek Machar avaient annoncé le 4 août 2021 sa destitution de ses fonctions à la tête du parti et de son appareil militaire. Une décision que les partisans du vice-président qualifient de push raté. Riek Machar n'est pas sa première contestation. Déjà, il avait été contesté par son épouse il y a 3 années de cela par rapport à la légitimité et notamment le leadership historique concernant son mouvement politique militaro-militaire en tant que tel. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier aujourd'hui la réaction notamment de la Ligade qui regroupe l'ensemble des États de l'Afrique de l'Est pour aller très vite vers un dialogue entre les deux blocs, d'autant plus que déjà les affrontements ont commencé il y a quelques jours de cela et ces affrontements ont causé d'énormes pertes en vie humaine. Selon des observateurs, ces rivalités internes sont susceptibles de miner le fragile processus de paix signé en 2018 destiné à mettre fin à une longue guerre civile ayant fait 400 morts dans le pays. Toutefois, par cet appel, l'autorité intergouvernementale pour le développement espère ramener les deux parties au calme et poursuivre les démarches de paix entamées en 2018 selon des experts. Et dans l'actualité également, le Maroc normalise ses relations diplomatiques avec l'Israël. Yaïd Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, était en déplacement dans le royaume chérifien ce 11 août. L'objectif de la visite, renforcer les relations bilatérales dans les domaines du tourisme, de l'économie, de la santé et de la culture. Les deux pays avaient normalisé leurs relations il y a 8 mois sous l'impulsion de l'administration de l'ancien président Donald Trump. Une déclaration tripartite Maroc-États-Unis-Israël avait été signée à Rabat le 22 décembre 2020. Lors du 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre malien Choguel Maïga a abordé les violentes attaques terroristes qui ont fait une 50aine de victimes dans le nord du Mali le 8 août. Le chef du gouvernement présente les lignes directrices de la lutte contre le terrorisme au Mali. Nathalie Mo.
48 heures après les attaques terroristes qui ont fait plus de 50 victimes civiles dans le nord du Mali, le Premier ministre Choguel Maïga s'exprime. Le Mali, pays qui s'étend sur une superficie d'1,24 million de kilomètres carrés, est le nouveau théâtre des actes terroristes dans le Sahel. Des exactions qui sont favorisées par la faible couverture territoriale de l'armée. Le gouvernement, qui a pris la pleine mesure de la situation, renforce les effectifs militaires. Et donc cette couverture physique du territoire est une des difficultés auxquelles nous essayons de faire face en suivant deux voies. La première, ce qu'on appelle le processus de DDR, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ensemble des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger doivent accélérer le processus d'intégration de leurs combattants. D'autres forces sociales qui voudraient être dans l'action de défense et de la sécurité de notre territoire seront mobilisées. Donc augmentation substantielle des effectifs. Deuxième axe, c'est l'équipement. Renforcer, accélérer le processus d'équipement de notre armée. Le Premier ministre Choguel Maïga est conscient que la guerre contre le terrorisme ne se gagne pas que sur le plan militaire. Regagner du terrain face aux groupes de soutien de l'islam et des musulmans et à l'organisation État islamique au Grand Sahara passe également par le retour de l'autorité administrative dans toutes les localités du pays. À supposer même qu'on conquiert un territoire par la force, aussi longtemps que l'État n'est pas là, l'administration, les services sociaux de base, c'est un vide qui va être réoccupé. Donc, on travaille sur ça. Par son caractère asymétrique, la guerre contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. À la détermination des autorités, les groupes armés répondent par la terreur et la violence sur des populations désarmées, mais le Mali ne se décourage pas. Mais je dois donner l'assurance de la détermination des hautes autorités de notre pays à faire en sorte que de plus en plus de Maliens soient sécurisés. Nous avons été très touchés par ce qui s'est passé. Suite aux attaques meurtrières du 8 août 2021 dans la commune de Ouattaguna, le président de la transition, Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national. Dans le cercle d'Ansongo, localité malienne située près de la zone des 3 frontières, plus d'une centaine d'incidents violents ont été recensés depuis 2020 avec un lourd bilan de plus de 385 décès. Le secteur postal est bouleversé par la pandémie de Covid-19, un secteur confronté à des défis majeurs. La stratégie d'Abidjan, prévue de 2021 à 2024, sera axée sur les modèles économiques de la Poste et les nouvelles offres. L'objectif, réduire la fracture postale entre les pays industrialisés et ceux en développement. Ameneji. L'Afrique accueille actuellement le rendez-vous mondial des opérateurs postaux avec le 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan en Côte d'Ivoire. À travers sa stratégie mondiale, la Poste envisage de devenir un centre d'intérêt pour les populations. Toutefois, cet opérateur chargé de l'acheminement et de la distribution du courrier ainsi que des opérations bancaires doit nécessairement mettre en place de nouveaux services financiers digitaux pour les populations avec la montée en puissance du numérique, notamment en Afrique. À partir du moment où l'écosystème a changé, on est obligé de nous réadapter ou de nous mettre à diapason. Déjà, le manuel doit être abandonné pour que le digital prenne la place. Le manuel parce que le client est devenu exigeant. Donc les questions de célérité et de rapidité sont les maîtres mots parce que la nouvelle promesse client, c'est de faire en sorte que le client puisse recevoir en temps réel ou à période bien définie le colis ou le paquet qu'il a commandé, mais aussi de lui donner la possibilité d'avoir des multi-points de service. Une des missions de la Poste, c'est d'être le lien social entre les citoyens et le gouvernement. C'est dans cette dynamique que la Poste Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme numérique qui permet aux populations de se fournir des documents administratifs à travers le web. Il faut que la Poste soit capable de se redéfinir comme un point de prestation de services aux citoyens. En Côte d'Ivoire, nous avons lancé dernièrement une solution qui s'appelle document.ci, qui est un site web qui permet aux Ivoiriens,
de commander en ligne des extraits de naissance, des certificats de nationalité, des casiers judiciaires et des documents administratifs, de payer en ligne et de se faire livrer soit à un bureau de poste, soit à domicile. La Poste est en train d'accélérer le processus de digitalisation de son opérateur postal. La Poste Côte d'Ivoire, elle, ambitionne de devenir un élément principal dans le développement socio-économique du pays. La République démocratique du Congo envisage de réajuster les contrats miniers, une mesure qui devrait renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et les exploitants du sous-sol et également permettre aux citoyens de bénéficier des revenus des ressources minières exploitées. Joël Ballot. Avec un taux prévisionnel de 6,9% en 2021 pour la production de cuivre, la République démocratique du Congo se positionne en tant que premier producteur minier africain. Conscient de l'impact de cette activité sur son économie, le gouvernement a décidé de révisiter les contrats miniers le liant aux exploitants du sous-sol congolais. Objectif, permettre aux Congolais de bénéficier directement des recettes des ressources minières exploitées. Il est temps que le pays réajuste ses contrats avec les miniers dans l'optique de sceller des partenariats gagnant-gagnant. Il n'est pas normal que ceux avec qui le pays a signé des contrats d'exploitation s'enrichissent pendant que nos populations demeurent pauvres. Entre 2021 et 2030, la production congolaise va presque doubler. Selon les estimations de Fitch Solutions, elle passera de 1,39 million de tonnes en 2021 à plus de 2,4 millions de tonnes à la fin de la décennie. Cette progression s'explique par l'entrée en production de la mine de Kamoa-Kakula, dont les ressources minérales pourraient atteindre 1,38 milliard de tonnes. Le tour de génie que les autorités publiques malawites viennent de réussir en ramenant le cœur du marché du diamant là-bas chez eux à Gaborone au Malawi, qui a fait en sorte que le Congo, notamment la République démocratique du Congo, puisse envisager également de réviser ces contrats, des contrats qui à mon sens sont parfois des contrats léonins, où on vous fait gagner en 20 ans ce que vous auriez pu normalement gagner en une seule année. Et par là également, aussi, il faut interpeller tous nos opérateurs qui sont impliqués dans la signature de ces contrats, d'être un peu plus patriotes. En rappel, le secteur minier est considéré comme le poumon économique de la République démocratique du Congo. Et cette nouvelle disposition est salutaire car elle vise à assurer une meilleure redistribution des richesses. Pour le gouvernement, ce sera aussi l'occasion de renforcer les mesures de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Au Cameroun, le CNEMA, Centre d'études du machinisme agricole, approuve un plan de 6 milliards de francs CFA sur 4 ans. Son objectif, relancer la mécanisation agricole. Les précisions avec Philomentine. Le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole du Cameroun, le CNEMA, compte améliorer la mécanisation de la chaîne de valeur agricole du pays. Afin de satisfaire cette ambition, l'établissement de recherche a adopté un plan stratégique doté d'un financement de 6 milliards de francs CFA en vue de booster la mécanisation agricole au Cameroun. Au bout de 4 années, nous aurions rendu opérationnel au moins 5 stations régionales dans les 5 zones agroécologiques du Cameroun et au moins 10 pôles de mécanisation agricole à travers le pays. Nous voulons également valoriser notre propre patrimoine foncier par l'intensification des expérimentations et des tests de machines agricoles. Sur la période 2021-2025, le CNEMA, dans son plan stratégique, devra mieux œuvrer pour le développement et la valorisation du potentiel d'appui technique et d'accompagnement, la dynamisation de la recherche et de l'expérimentation, l'innovation et la formation, le déploiement d'une gouvernance exemplaire et le renforcement des partenariats et des capacités des acteurs. Pour parler des principaux besoins actuels du secteur agricole camerounais en matière de mécanisation agricole, je parlerai d'abord de la demande en formation des formateurs que celle des utilisateurs et maintenanciers des machines et équipements agricoles. Après vient la demande en prestation de services de mécanisation. Une autre demande, c'est le désenclavement des bassins de production. Le CNEMA a pour mission la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de mécanique agricole. Il est chargé de tester toutes les machines fabriquées dans le monde et qui intéressent le Cameroun, de les proposer, mais aussi d'assurer des formations en mécanisation agricole et d'aménager des bassins agricoles à travers le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.